Salut Madouilien, salut Madouilienne. Plutôt que d'évoquer l'actualité bien bande du cinéma, je préfère, tel un Indiana Jones de la cinéphilie, aller creuser dans vos souvenirs et évoquer des longs métrages souvent oubliés. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Supergirl que je viens de revoir en Blu-ray et qui est sorti en 1984. Un film produit par la famille Salkind, connu pour avoir financé le Superman de Richard Donner et le génialissime Les Trois Mousquetaires et sa suite de Richard Lester. C'est ma version préférée des Trois Mousquetaires, bien meilleure que la version avec Vincent Cassel sortie récemment. Après un troisième Superman qui n'avait pas rencontré le succès escompté, les Salkind se sont dit qu'il serait peut-être temps de placer sous les projecteurs la cousine de Superman dont il avait également les droits. Souhaitant conquérir un public féminin et adolescent, les producteurs lancent le projet avec Janos Wark aux commandes. Connu pour avoir sauvé le tournage de la suite des Dents de la Mer, le cinéaste français formé à la télévision américaine sur des séries comme Columbo ou Night Gallery de Rod Serling, créateur de la 4e dimension et scénariste de La Planète des Singes, est considéré par tout Hollywood comme un solide technicien. Il semble un bon choix pour mener un projet nécessitant beaucoup de logistique comme Supergirl. À Janos Wark, quelques années auparavant, il avait marqué le public fan de fantastique avec un film génial, Quelque part dans le temps, mettant en scène Christopher Reeve. Souhaitant faire revenir l'acteur de Superman pour faire un caméo dans Supergirl, ces filous de Salkind espéraient profiter des bonnes relations entre Wark et Reeve. En effet, l'acteur a toujours considéré Quelque part dans le temps comme l'un des longs métrages les plus réussis de sa carrière. On le comprend aisément quand on découvre cette œuvre adaptée par Richard Matheson d'après son propre livre. Cette magnifique histoire d'amour est tout simplement l'un des meilleurs films jamais réalisés autour des voyages temporels. C'est à voir absolument, j'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à la voir. Supergirl sera un échec cinglant au box-office. Un bide qui n'est pas étranger à la réputation d'affreux nanar que se traîne ce film noté 4,1 sur IMDb. Janos Wark aura tout de même donné satisfaction à ses producteurs et signera ensuite Santa Claus, toujours pour les Salkind. Un nouveau beat qui conduira Wark à travailler sur des longs métrages de moindre envergure. Le cinéaste tournera ainsi des films avec Christian Clavier en France, avant de revenir à la télévision américaine pour signer des épisodes de Fringe, Heroes ou encore de Smallville qui racontent l'enfance de Superman. Quand on met le Blu-ray de Supergirl dans le lecteur de son salon, on est plutôt étonné par la facture technique du film. Les personnes qui considèrent ce long métrage comme une série Z mal torchée n'ont sans aucun doute aucune idée de ce que peut être un véritable nanar. Je les invite donc à voir d'urgence L'Homme Puma d'Alberto de Martino ou les Subman Max venus d'Italie dans les années 80. Les gars, les filles, il suffit de voir le montage de la séquence avec la tractopelle pour comprendre pourquoi Janos Wark avait la réputation d'être un solide réalisateur. Alors qu'il se passe énormément d'événements à l'écran, Wark nous offre un découpage d'une précision assez bluffante, où le spectateur n'est jamais perdu, bien que l'action se passe à l'échelle d'un quartier et mette en scène de nombreux personnages. Nombre de blockbusters qui coûtent 200 millions de dollars actuellement ne proposent pas de scènes aussi lisibles et bien construites que dans le film de Janos Wark. Il faut dire que le réalisateur est ici secondé par l'excellent chef opérateur Alain Hume, qui nous offre des images très colorées, dignes des meilleures pages de comics. Directeur de la photographie du Retour du Jedi, Life Force ou Runaway Train, son expérience en Angleterre sur la série Chapeau melon et bottes de cuir le prédisposait sans doute à mettre en lumière des univers fantasmagoriques inspirés par la BD. Totalement inconnue à l'époque, Helen Slater, dont c'est le premier rôle d'envergure au cinéma, s'en sort plutôt bien. Elle arrive ainsi à nous faire croire à son personnage de kryptonienne, un brin naïve. Choisie à la place de Brooke Shield, qui semblait avoir du mal à rentrer dans le costume nécessitant une plastique parfaite, elle ne paraît jamais ridicule dans sa tenue oscillant entre le pyjama coloré et l'ensemble de Pop-Up Girl. Pour la soutenir, comme souvent dans leur production, les Salkind ont engagé un casting d'acteurs confirmé. On retrouve tout d'abord Peter O'Toole, le Laurence d'Arabie de David Lean, qui grâce à un talent hors norme, sonne toujours juste, même quand il interprète une sorte de magicien hippie venu de Krypton. Il faut savoir qu'il n'a jamais été avare de conseils pour la jeune Helen Slater. Il s'est conduit en gentleman sur le plateau. Pas comme une autre personne. On ne dira pas la même chose de Faye Dunaway, qui a reçu le plus gros cachet du film pour jouer Selena la sorcière. Dotée d'un charisme naturel que peu d'actrices Hollywood possèdent, Dunaway surjoue la méchante sorcière avec une délectation visible à l'écran. À la manière de Jen Ackman sur Superman ou d'un Max von Sydow sur Flash Gordon, sa prestation théâtrale sied bien un méchant de bande dessinée. Par contre, sa conduite sur le plateau fut moins glorieuse. L'équipe technique ne la supportait plus, les comédiens non plus. Elle a failli être virée par la production, tellement tout le monde disait qu'elle était insupportable, que c'était une chipie. Nous retrouvons enfin dans des petits rôles des acteurs comme Mia Farrow ou le Britannique Peter Cook, vu chez Richard Lester et Stanley Donen. Du bien beau monde devant la caméra de Janos Wark.
Un réalisateur solide de bons interprètes, pourquoi le film a été oublié et souffre d'une réputation si peu flatteuse? La réponse est pourtant simple. Son script. Comme le disait Henri-Georges Clouzot, mais on l'a fait dire à plein de cinéastes, cette citation qui serait très importante pour un Disney actuellement. Pour faire un bon film, il faut premièrement une bonne histoire, deuxièmement une bonne histoire, troisièmement une bonne histoire. Une maxime malheureusement ignorée par les initiateurs du projet. Le scénariste du film n'est pourtant pas un inconnu. David Odell en effet fait ses classes sur le Muppet Show. Il venait également de signer le script de l'excellent Dark Crystal quand il fut engagé par les Salkind. Avec Supergirl, il voulait proposer aux spectateurs un conte de fées, mettant en scène une méchante sorcière qui en veut à la vie de la cousine de Superman. Swark indique avoir été très enthousiaste à la lecture du scénario. Mais de ce script, il ne reste selon lui pas grand-chose. Quand le cinéaste français signe, son scénariste est déjà au bord de l'épuisement et veut passer à autre chose. En effet, il ne cesse de revoir et revoir sa copie jusqu'à l'écœurement. Ainsi, l'histoire de Supergirl qu'on voit à l'écran correspond surtout aux notes des producteurs et du studio et semble très éloigné du script qu'Odell avait en tête. Dans la version de 2h06 que j'ai vue sur le Blu-ray, Supergirl est bourré d'invraisemblances qui ont nui à sa réputation. Ce n'est pas étonnant quand on sait que le script final a encore été modifié pendant le tournage. Des personnages ont ainsi été supprimés ou bien réécrits, que ce soit le sorcier Nigel ou bien le jardinier amoureux fou de notre héroïne en jupette rouge. L'ouverture du film est à ce titre révélatrice de ces changements continuels sur le scénario. On y voit l'héroïne, devenue adulte, se comporter comme une enfant de 7 ans, ce qui était son âge dans le script final disponible sur le net. Mais ces réécritures concernent également le montage du film. Ainsi, Swark est plus ou moins invité à quitter la salle de montage. Pour sa sortie aux USA, le film passe ainsi de 126 minutes à 90 minutes environ. Supergirl conserve un certain charme malgré son scénario défaillant. Premièrement, grâce à la réalisation de Jano Swark et ses interprètes, le film vaut bien mieux que le laisse supposer sa terrible réputation. De plus, Supergirl a le mérite d'aborder le genre super-héroïque par le biais de la fantasy. Une idée intéressante mais pas menée à son terme dans le long métrage. Alors les fans de comics, oui je l'aime ce film. Brûlez-moi, fouettez-moi, je suis prêt mais j'assumerai. Supergirl c'est sympa, surtout qu'il y a une super partition de Goldsmith. Un film à voir et à revoir tout simplement. Quelques anecdotes. Christopher Reeve avait arrêté les Superman avant le début du tournage. Il devait faire une apparition en tant que Superman, mais il n'était pas disponible. Le film présente toujours une photo de Christopher Reeve en costume dans une brève apparition. Il faut savoir que c'est le seul film Superman à ne pas avoir été distribué aux États-Unis par Warner Bros. L'acteur Peter Cook s'est pas mal lâché sur le comportement de Faye Dunaway sur le film et son manque constant de ponctualité entraînant des retards. À un moment donné, les producteurs avaient même envisagé de la remplacer par Angelica Houston ou Jane Fonda. Et enfin, Robert Weiss avant Jano Swark avait été envisagé pour tourner le film.